Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour ce 10h midi pour commenter l'actualité avec Alex Darmon. Bonjour Alex, journaliste politique. On peut toujours voir votre documentaire, Le ministre qui ne devait pas l'être, qui est consacré à Éric Dupond-Moretti. Le replay marche très bien. Ouais, c'est super, on est très contents. Voilà, vous l'avez suivi pendant 3 ans. Ouais. C'est un format étonnant. Oui. J'invite vraiment tout le monde à le voir parce que c'est formidable. Oui, c'est vraiment très bien parce que ça montre vraiment comment un avocat se transforme presque malgré lui en ministre. Exactement. Ou pas. Votre chaîne de débat politique Les Indécis est sur YouTube. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Alexandra Spinner, conseillère régionale LR d'Île-de-France et vous êtes également enseignante. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et Pierre Gentillet, avocat. Bonjour À vous, qui arrive sur le fil. Juste vous raconter quand même l'enfer de Paris. Hier, un de mes copains me raconte, il sort d'un dîner, il veut prendre un Vélib. Pas un Vélib. Pas un seul Vélib en état de circuler. Il dit, je vais prendre le métro. Ligne arrêtée pour maintenance. Prenez les transports, formidable. Madame Hidalgo ne veut plus qu'on aille dîner chez nos amis. Voilà. Mais de toute façon, c'est fini parce qu'on ira dîner avec les agriculteurs. Voilà, absolument. On ne répond pas à la colère en envoyant des CRS, a répondu Gérald Darmanin hier. Jour de vérité aujourd'hui pour les agriculteurs et puis le Conseil constitutionnel qui censure largement la loi immigration. On en parle avec vous. Sophie, c'est un coup de cœur. On commence coup de cœur, coup de gueule. Ah oui, alors bon, j'aime pas qu'on crée des ministères, mais quand même, il y a Luc Ferry qui a lancé l'idée pour un ministère de la condition animale. Et je trouve ça formidable. Et tout d'un coup, je me dis d'ailleurs, ça va dans le sens finalement un peu des agriculteurs, si je puis dire. La ruralité a été totalement oubliée. En dehors des chiens et des chats à Paris, on s'occupe pas vraiment de la condition animale. Il y a encore la façon dont même les poulets sont élevés en batterie, etc. Je trouve que les vrais sujets sont assez ignorés. Et je pense que tout le monde doit se mobiliser pour ce genre de choses. Il faut pas laisser aux écolos des actions extrémistes qui n'ont pas de sens et qui vont plutôt à l'inverse de ce qu'on voudrait. Et je trouve que on mettrait que le politique s'intéresserait à la condition animale, ce serait extrêmement important. Commençons déjà par appliquer les lois. Enfin, je veux dire, sur la maltraitance animale, il y a des lois qui sont assez peu, qui commencent à être appliquées, mais très peu. Enfin, vous pouvez massacrer un animal, vous prendre de la prison. Et déjà, c'est Luc Ferry qui avait dit que maintenant, c'est considéré comme un être vivant, humain, alors que c'était avec la catégorie meuble, les animaux. Et donc on a changé. Il ne fait que reprendre une position de la jurisprudence qui a évolué à ce sujet il y a quelques années, qui considère que l'individu, enfin effectivement aujourd'hui on oppose, vous dites effectivement les biens meubles, c'est-à-dire les objets de droit et les sujets de droit. Nous sommes sujets de droit, nous pouvons donc être propriétaires. Et c'est vrai que l'animal ne peut pas être propriétaire, mais en même temps on comprend que c'est pas mon gobelet de café, vous voyez, c'est quelque chose. Et c'est la jurisprudence qui a évolué la première en considérant que c'était un quasi-sujet de droit avec des propriétés, en particulier une dignité. C'est pour ça qu'on parle de dignité et sans animale. compter que toutes les recherches qu'on fait aujourd'hui, on ignore complètement les attitudes animales et ce qu'il peut y avoir. Je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit, une sensibilité beaucoup plus importante que celle qu'on croit, des attitudes des animaux qui se sauvent entre eux, etc. Donc voilà, c'était une vraie tendresse dans ce monde de brutes. Oui, mais qu'il y ait un ministère de la consommation aussi, peut-être serait une bonne chose en titre. Non. Alors évidemment, favorable évidemment à la création d'une délégation, à la cause animale. Peut-être avant, on pourrait avoir un ministre en charge du handicap. Nous avons 12 millions de nos compatriotes qui sont en situation de handicap. On l'attend toujours. Un ministre du logement, on l'attend toujours pour la défense de la cause animale. Le handicap, mais le handicap, je veux dire, dans les entreprises, on s'en occupe. C'est quand même vraiment un sujet. Il n'y a pas que d'entreprise. Non, mais un ministre, ça sert à quoi? Il y a les transports, il y a tout ça. Ça sert quand même. Il y a des nominations qui vont arriver aussi dans quelques jours. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais très bien, c'est peut-être un peu tard, je veux dire, comme symbole. On ne peut pas déclarer que le handicap est une grande cause nationale et puis nommer le ministre en charge du handicap en tout dernier. Oui, ce sera un secrétaire d'État. Oui, un secrétaire d'État. Mais je rappelle ce qu'on disait hier avec la maire du 5e arrondissement, ce papier hier sidérant dans le Parisien, de cette situation jamais vue sous la Ve République, de cet entre-deux gouvernement
gouvernement où il y a des ministres, enfin des secrétaires d'État partants qui sont en attente, qui ont fait leur carton, qui sont rentrés chez eux avec des assistants qui sont aussi partis, mais qui continuent à suivre les dossiers parce que il y a des enjeux. C'est du jamais vu, jamais vu. Il est vraiment là le problème. C'est comment l'État continue à fonctionner en même temps. En vérité, qui est-ce qui tranche ? Et le problème, c'est que quand vous parlez aujourd'hui avec certains députés et même certains conseillers ministériels, là, il y a un manque. Il manque quelque chose dans la machine. Vous savez où il est le manque ? Vous avez tout à fait raison. Il faut un chef dans tous les domaines, que ce soit le nucléaire, que ce soit l'entreprise, que ce soit. Il n'y a pas de chef réel. Le nucléaire, il y avait une conférence passionnante hier sur le nucléaire. Tout le monde fait ce qu'il veut. On recommence, on fait pas, on continue les éoliennes. Mais oui, mais ça n'a pas d'importance, y compris dans la construction, le béton. Enfin, c'est invraisemblable. Et alors, je raisonne en chef d'entreprise, mais quand il n'y a pas de chef, c'est fichu. Mais il faut effectivement qu'il y ait que très vite on ait ces secrétaires d'État. Mais pourquoi ? Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que parce qu'il y a une façon aussi nommer les gens, ça veut rien dire. Il y a une façon de traiter les dossiers. Sophie, vous dites venez des chefs. Il faut des chefs partout. Pour tous les domaines. Évidemment. La pléthore des gouvernementales, soi-disant les gouvernements resserrés, etc. Il y a d'autres façons de gouverner et de mettre des chefs que de nommer des secrétaires d'État et des ministres, qui en plus ne sont pas à la tête de leurs administrations. Oui, alors, Alexandra. Oui, le handicap et le logement ne sont pas des petits sujets. Non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut un chef, d'accord, mais pas forcément un secrétaire d'État. Mais on a eu des ministres du handicap, et vous dites à quoi sert le politique dans le handicap. Regardez Chirac, ce qu'il a fait. C'est Chirac qui l'a fait, c'était le chef. Oui, c'était le chef, absolument. Mais c'est la volonté politique. Absolument, qui compte. On va peut-être marquer une pause. C'est peut-être un petit peu tôt. Non, on marque pas une pause. Bon, alors allez-y. Non, Alexandra, vous, c'était un coup de cœur. Oui, un coup de cœur pour le professeur René Friedman, qui est donc le pionnier du bébé éprouvette. Absolument. Et qui publie un très beau livre qui s'appelle La tyrannie de la reproduction. Donc c'est un homme qui a défendu toute sa vie le désir d'enfant, qui a consacré toute sa vie aux femmes et qui dit très fermement, avec beaucoup de dignité, beaucoup d'humanité, non à la GPA. Et j'ai trouvé qu'au moment où Monsieur le maire se vautrait à nouveau dans les surconvolutions et revenait sur ses positions comme toujours, comme à son habitude, voilà, si on peut le dire comme ça, j'ai trouvé cet homme magnifique, magnifique de vérité, magnifique d'humanité, magnifique d'amour pour les femmes, de dire que le corps d'une femme n'est pas une marchandise. Et de la part d'un médecin, j'ai trouvé que c'était une parole très forte, parce que c'est un sujet comme la fin de vie, comme tous ces sujets qui sont des enjeux civilisationnels très forts. J'ai trouvé que dit par un médecin, c'est-à-dire que complètement avec un pas de côté et pas dans l'émotion ou dans l'idéologie, c'était très très fort. Et j'avoue que ça m'a beaucoup touchée. Et surtout, c'est lui qui le dit. Enfin, c'est quelqu'un qui a été le premier à travailler sur le bébé qui est le champion de la reproduction dans le monde. Qu'il puisse dire ça m'a. Et je vous conseille également le dictionnaire de ma vie de René Friedman, qui est paru chez Kero, qui était un livre magnifique où il raconte son parcours. C'est une très belle collection qui donne la parole à des personnalités qui racontent leur vie et leurs souvenirs. Et le dernier, effectivement, vous avez raison, La tyrannie de la reproduction. À lire absolument. Absolument. On se retrouve dans un instant avec vous pour commenter l'actualité, évidemment, du Conseil constitutionnel et des agriculteurs. À tout de suite. Et on est ensemble avec vous dans ce 10h midi, comme vous le savez, pour commenter l'actualité dominée par la grogne, la colère, plus que la grogne, la colère des agriculteurs qui veulent bloquer Paris. La parole de Gabriel Attal est très attendue. Que peut-il promettre? Que peut-il donner aux agriculteurs? On en parle avec vous. On parlera également de la décision du Conseil constitutionnel qui a largement censuré la loi immigration. Le RN dit que c'est un coup de force des juges. On en parle dans un instant. On continue notre tour de table avec vous. Alex, vous vouliez revenir sur notre balise d'opinion IFOP fiduciale pour Sud Radio. Oui, sur les explosions sociales qui sont attendues par les Français. Et d'ailleurs, la crise agricole en est une réelle démonstration. J'ai une pensée pour les agriculteurs ce matin, parce que je ne sais pas si on les a maltraités, mais en tout cas on les a pas bien traités depuis toutes ces années. Ils sont plus que 400 000 aujourd'hui.
Quand vous aviez 1,5 million d'exploitations agricoles il y a 40 ans, et ils gagnent pas plus de 1500 euros en salaire moyen, j'entends. Quand tout va bien. Quand tout va bien, parce que tout part dans leurs assurances, et ils se sont jamais plaints. Ils ont toujours joué le jeu, ils ont toujours fait le job. Vous les avez pas vus manifester lors des retraites, alors que leurs retraites, elles sont dégueulasses, aux agriculteurs. Vous les avez pas vus manifester. Et aujourd'hui, en fait, cette explosion sociale, cette crise qu'ils sont en train de dénoncer, cet appel à l'aide qu'ils sont en train de crier, il est bien plus grave, bien plus important, bien plus différent que ceux qu'il y a eu auparavant. Quand vous parlez avec eux, ils ont besoin de reconnaissance, ces gens-là. Voilà, ouais. Ils ont besoin de dire qu'on leur dise merci, qu'on leur dise que le travail qu'ils font au quotidien, qu'ils respectent la nature, parce qu'on les taxe souvent de ne pas respecter la nature, de ne pas respecter l'écologie. Or, ils ont fait des efforts, ils se sont toujours pliés aux règles et aux demandes des différents gouvernements, des Français dans leur globalité. Et malgré tout ça, l'agriculture française est une agriculture l'une des plus respectées au monde. Il y a quelques jours s'ouvrira d'ailleurs le salon de l'agriculture en France. Il faut savoir que le salon de l'agriculture français, c'est le salon le plus visité au monde sur l'agriculture, parce que les gens viennent voir comment on produit, comment on développe, comment on accompagne. Et donc eux ont joué le jeu, et aujourd'hui ils disent un ras-le-bol général, c'est une explosion sociale d'une certaine catégorie de la population, et il faut l'entendre. Il faut vraiment l'entendre, parce que sinon ça va ouvrir la porte. D'ailleurs, voilà, votre baromètre le dit, 70%. 78%. La possibilité, vous personnellement, pensez-vous que dans les prochains mois, la France peut connaître une explosion sociale? 78% répondent oui. Donc c'est. Et là, les agriculteurs, c'est la minorité qui ne s'est pas exprimée à un moment donné. Et moi vraiment ce matin, je dis d'abord ils ont raison, il faut qu'on les soutienne, ça c'est le premier point. Et deux, je dis que je pense à eux, je pense à un copain à moi qui est youtubeur, qui s'appelle Étienne, agri-youtubeur, que tout le monde commence à voir sur les télévisions et qui échange. Moi je l'ai toujours vu mesurer quand je l'invite dans des débats sur YouTube, jamais tomber dans le populisme, dans l'éclatement des gens. Non, il a toujours dit qu'il fallait vraiment se mettre autour d'une table et parler. Et donc je pense à lui, et je pense à tous les autres agriculteurs français, les Français, je pense sincèrement, aujourd'hui vous soutiennent, et entendez-le. Voilà. Oui, alors, c'est bien joli. Oui. Parce que, d'abord, le mouvement éthique que je présidais, tous les entrepreneurs ont dit, nous sommes des agriculteurs. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que ce sont les plus, entre guillemets, malheureux parmi les entrepreneurs, mais on est tous assujettis aux normes, les PME, aux normes, aux excès, aux impôts, aux taxes nouvelles, à l'aide dont il faut remercier, mais on a une aide parce qu'on a été taxé avant. Donc ça, c'est vraiment une chose. Et puis, je pense que il faut tout remettre à plat. Il faut sortir d'ailleurs des contraintes de Bruxelles, parce que je ne vois pas ce que le malheureux Attal, parce que franchement, on peut être contre le gouvernement, mais le Premier ministre qui se pointe avec la situation en France, je ne sais pas comment on s'en sort. Bon, mais moi j'aimerais aussi interpeller les Français. C'est toujours la faute des autres. Ils soutiennent. Est-ce qu'ils achètent français? Alors ils vont vous raconter que oui, non, ils n'ont pas les moyens, etc. Il y en a qui n'ont peut-être pas les moyens et qui prennent les prix les plus bas. Mais non, nous ne faisons aucun effort. Que ce soit la responsabilité individuelle a été confisquée par l'État. Donc les parents font confiance plus ou moins aux écoles pour élever leurs enfants. On apprend tout à leurs enfants, c'est plus eux qui s'en chargent. Ça va de l'éducation sexuelle à je sais pas quoi. Non mais moi j'interpelle les auditeurs. Est-ce que même parmi nous d'ailleurs faisons un examen de conscience, est-ce que quand on fait ses courses, on regarde d'où ça vient? Bah non. Moi de plus en plus, je vous dis franchement, moi de plus en plus. Moi j'avoue que moi je fais de plus en plus attention à cela. Oui. On le sait pas, parce que je suis désolée quand je prends des mandarines. Mais non, c'est très récent. Moi j'avoue que vous avez la provenance. Alors on va. Non, juste une seconde. En plus de ça, on consomme. Oui, j'ai fini. On consomme des haricots verts qui viennent du Kenya en hiver. On consomme. Il n'y a plus de saison. C'est intéressant parce qu'il y a un certain François Bayrou qui avait fait une proposition de bon sens il y a, je crois, une vingtaine d'années. Et si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, il s'était fait retoquer. Alors, je sais plus si c'était pour des raisons... c'était du droit européen, mais je sais plus quel était le juge. L'idée était la suivante, c'était tous les produits... Alors, aujourd'hui, on met l'origine pour un certain nombre de produits, pas tous. On le met pour les produits frais, en l'occurrence. Mais c'était de mettre un label français, un petit drapeau français sur tous les produits. Ce qui inciterait effectivement à consommer... local, ou en tout cas consommer national. Ça avait été retoqué parce que ça ne correspondait pas à la réglementation européenne. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait le faire, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une responsabilité du consommateur, même si, la responsabilité du consommateur, on pourrait gloser longtemps. Moi, je pense qu'il y a surtout une action de l'État à appliquer ici. Typiquement, là, c'est une mesure, vous voyez, qui transcende les clivages. C'est une mesure de bon sens. Ensuite, j'entends beaucoup ce discours
sur les normes. Et sur les normes qui pourrissent la vie, à vrai dire, qui pourrissent la vie de tout le monde. Vous avez tout à fait raison. Des professions libérales, on peut en parler, des chefs d'entreprise, des agriculteurs, etc. Mais je ne voudrais pas ici que ce soit l'arbre qui cache la forêt, en tout cas s'agissant des agriculteurs. Je pense que, encore une fois, je ne suis pas le porte-parole des agriculteurs, bien sûr, mais il me semble que, ayant un petit peu écouté ces derniers jours les débats et les déclarations des différents agriculteurs, c'est qu'il y a quand même deux choses qui reviennent en plus de ce que vous avez dit. C'est d'abord le coût de leur vie. Et en particulier la hausse de l'électricité qui fait que mécaniquement, ces gens-là vendent parfois de plus souvent ça les a à perte. Bien sûr. Et ça, évidemment, pour eux, ça fait qu'à la fin, ils sont... J'ai écouté un reportage d'un agriculteur qui dit, moi, à la fin du mois, en bénéfice, pour moi, dans la poche, j'ai 30 euros. Bien sûr. Vous vous rendez compte, j'ai 30 euros. Deuxièmement, et ça, c'est, à mon avis, c'est le gros sujet. Parce qu'on entend beaucoup parler de la responsabilité de l'extrême gauche, des écolos, etc. C'est vrai aussi, hein. Oui, mais attention, encore une fois, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est un phénomène assez nouveau, et c'est vrai que les agriculteurs sont soumis à des normes environnementales de plus en plus contraignantes. Mais le principal sujet qui, depuis 30-40 ans, mine nos agriculteurs et qui fait qu'on a de moins en moins d'agriculteurs en France, c'est l'exposition de ces agriculteurs à la concurrence déloyale. Ce sont les traités de libre-échange que nous avons signés au Parlement européen, que les majorités successives ont fait adopter. Nous avons adopté encore, il n'y a pas très longtemps, au Parlement européen, un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande sur des produits agricoles qui vont, nous le savons, pénaliser nos agriculteurs. Pareil, il y a quelques jours en commission, il y a 2 jours, un traité, ça va arriver bientôt, un traité en commission est passé, il faut qu'il passe ensuite en plénière, de libre-échange entre l'Union européenne et le Chili sur des produits dont nous savons que nos agriculteurs seront perdants à la fin. Et qui utilisent des désherbants ou des produits qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser. Mais ça, nous, ça fait depuis le début de la semaine qu'on est sur ces sujets-là. Il faut faire très attention au protectionnisme. Parce que je suis évidemment une libérale, mais le protectionnisme, c'est la certitude de s'appauvrir. Quand vous dites, OK, je ferme, on prend plus, je dis n'importe quoi, de fraises d'Espagne. Bon, eh ben, l'Espagne n'achètera plus de tel ou tel produit. C'est encore pire quand c'est effectivement des continents. Enfin, ça n'empêche rien, parce que c'est ce que nous expliquait je ne sais plus qui en début de semaine, c'est que notre blé, par exemple, n'est plus vendu en Algérie, mais c'est le blé ukrainien, ou le blé ukrainien, ou le blé russe qui part en Algérie. Donc on perd aussi par la diplomatie des marchés. Les auditeurs me disent aussi, il n'y a plus de produits français non plus quand on va dans les supermarchés. C'est ce que je disais. Donc oui, mais vous leur dites acheter français. Mais vous achetez où quand même. Mais vous achetez où français. Vous avez des magasins spéciaux d'ailleurs pour ça, c'est terrible. Oui, enfin quand vous travaillez toute la journée, vous n'avez pas le temps d'aller au magasin bio. Nous avons, alors c'est un constat, mais il y a des solutions, parce que nous avons désindustrialisé sur le plan agricole et nous avons perdu un certain nombre de filières depuis une trentaine, quarantaine d'années, parce qu'on nous a dit, vous allez voir, on va s'ouvrir à la concurrence, on va être dans un espèce de marché global où au fond vous allez pouvoir acheter un peu partout. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quand il y a des crises, et ben effectivement, c'est nous qui en payons le prix. Donc il y a des solutions aujourd'hui. Vous savez, il n'y a pas d'un côté le marché global et de l'autre côté l'appauvrissement général. C'est certain que si demain on décide de revenir dans plus de production locale, ça va être dur pendant 2 ans. D'accord? Il y a des pays comme la Russie qui ont été exposés à des sanctions, ça a été dur pendant 2 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont en train de revenir à l'équilibre. On voit qu'ils ont de nouveau une production. Voilà. Et il y a plein de pays comme ça. On va pas faire l'agriculture maintenant. Stop. Non, c'est la pub. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Nous parlions des agriculteurs. On va évidemment parler du Conseil constitutionnel avec vous dans un instant. Pierre Gentil, Alexandra Spinner, vous avez eu du mal à prendre la parole au milieu de tous ces bavards. J'étais ravie de vous écouter tous. Oui, écoutez, moi évidemment, plein soutien aux agriculteurs. J'avais fait un coup de gueule il y a des semaines de cela sur leur mouvement avec ces panneaux à l'entrée des villages inversés que tout le monde a voulu invisibiliser. C'est totalement passé sous les écrans. De même que les agriculteurs allemands qui font quand même qui ont des revendications assez puissantes et qui manifestent. On en parle très peu également. Donc oui, ces agriculteurs qui croulent sous les normes, sous les taxes, sous les traités de libre-échange. Maintenant, pour
le Premier ministre, on va voir ce qu'il va dire, mais je pense qu'il va beaucoup promettre et peut tenir, parce que quelle est la marge de manœuvre? Mais ils se laisseront peut-être pas et moi, je crains j'espère qu'ils ne se laisseront pas faire. Voilà. Mais là, encore une fois, pardon, je reviens sur appliquer les lois. Une auditrice me dit, j'ai entendu dans l'émission d'avant qu'en Nouvelle-Aquitaine, hier, ils ont arrêté un camion qui contenait des poulets du Chili congelés depuis 2 ans en direction du Portugal. Et on a signé un traité de libre-échange en commission. Enfin, on est en train de signer un traité de libre-échange en commission entre l'Union européenne et le Chili. Avant-hier, c'est passé en commission au Parlement européen. Voyez à quel point ça va être dramatique. Si demain on accepte ce genre de traité. C'est là où on voit qu'il y a 2 réalités. Oui, il y a la réalité du Parlement européen. Voilà. Et il y a ce que nous vivons nous. La réalité virtuelle du Parlement européen. Idéologique. Oui, idéologique. Et puis il y a, enfin, j'ai bien compris qu'on va pas s'étendre sur le sujet, mais quand vous pensez qu'on peut importer des produits en France, qu'il est interdit de produire ici chez nous, qui sont produits avec des phytosanitaires interdits en France par l'Europe, bah, c'est le cœur du scandale. On comprend pas. C'est le cœur du scandale. Quand même un point, on est d'accord. J'ai pas envie que les agriculteurs profitent entre guillemets, et je comprends qu'ils ne soient pas contents, se servent de l'exemple des gilets jaunes, paralysent complètement la France et s'engouffrent dans un système qui consiste à dire plus on embête les gens, plus on obtient. C'est dramatique et j'espère que le Premier ministre va immédiatement donner ce qu'il faut et que ça s'arrête. Parce que moi je trouve juste pour en parler avec un sanglier. Moi, je suis pas d'accord. Et le fumier, etc. Non, mais stop. Je suis pas d'accord. Parce qu'on va parler de la phrase du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais juste pour avoir parlé, moi, avec plusieurs agriculteurs depuis début de semaine, ça les amuse pas, hein. Vraiment, croyez bien que ça les amuse pas. Parce qu'il y a toujours des extrémistes. Non, mais vraiment qu'il y a quand même eu des morts en début de semaine sur un barrage. Premièrement, deuxièmement, c'est pas du tout la même mentalité, si je puis me permettre, que les gilets jaunes. Ils sont dans une vraie détresse, ces agriculteurs. Non, parce que les gilets jaunes ne l'étaient pas. Non, mais attendez, ce que je veux dire par là, c'est que eux. Non, attendez, les gilets jaunes, à l'origine, sont des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas survivre. C'est la même chose. On peut pas dire des choses pareilles. Vous avez raison, sauf que eux ne déborderont pas. C'est ça que je veux dire. Ils déborderont pas à aller saccager. Vous verrez, en tout cas dans leur état d'esprit, ils ne déborderont pas à aller saccager des monuments parisiens. En tout cas, je ne l'espère pas. Premièrement, deuxièmement, pour avoir parlé avec eux un petit peu, ils attendent avec impatience les annonces du Premier ministre qui doivent être faites aujourd'hui. A priori, ils ne feront rien ce week-end. Ils se serviront du week-end pour pouvoir négocier encore, parler avec le gouvernement et avoir une démarche constructive. Et ça pourrait par contre être un vrai blocage en début de semaine prochaine. Voilà. Mais là, il y a une pression maximale quand même. Les portes de Paris sont en train d'être bloquées. Il peut pas céder à tout parce qu'attendez, on dépend de l'Europe aussi quand même. Je suis désolée. Et donc ce qui dépend trop de l'Europe. Justement, le problème est là. Nous sommes bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut rien leur donner concrètement. Si, il peut accélérer leur retraite. Là, depuis 2010, on leur promet qu'on va accélérer le mécanisme de retraite pour les salariés. Non, mais c'est déjà quelque chose. Je dis pas que ça suffirait, mais en tout cas depuis 2010, on leur promet d'accélérer leur mécanisme, notamment pour les salariés, pour les agriculteurs non salariés, pardon. Et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils attendent que ce mécanisme s'accélère. Ça, il pourrait déjà. Il y a le gasoil non routier. J'aimerais quand même dire que c'est distrib aussi qui pourrait un peu agir. Cette industrie agroalimentaire mondialisée, elle broie les agriculteurs. Voilà. Moi, j'aimerais rappeler quand même qu'il y a 2 suicides d'agriculteurs par jour. Mais est-ce qu'on mesure ce chiffre monstrueux? 2 agriculteurs par jour. Là, aujourd'hui, 2 agriculteurs vont se suicider. C'est épouvantable, qu'il y a aussi des patrons de PME aussi. Je maintiens, les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. D'accord, mais il n'est pas question de les mettre en concurrence. Non, c'est au contraire pas en concurrence. C'est le même bateau. Non, mais et des pouvoirs publics qui jusque-là, parce que on est bien d'accord, on espère tous que tout ça ne va pas dégénérer, évidemment. Mais je rappelle quand même que les pouvoirs publics jusqu'ici les ont méprisés et continuent à signer des traités de libre-échange, à édicter des directives de plus en plus dingues de l'Union européenne. Je veux dire, il faut y mettre fin. Et surrajoute en plus, de ce que j'ai compris, et surrajoute aux exigences européennes. Un auditeur me dit, et il a raison, aller sur les marchés, mais sur les marchés, il n'y a plus non plus beaucoup de petits producteurs. Hein. Moi, j'ai un producteur sur mon marché, le reste c'est des mecs qui viennent de Rungis avec des trucs que vous trouvez aussi dans les supermarchés. Donc il y a aussi un problème de puis attention de production. Aussi sur les marchés on dit c'est formidable, c'est bio, etc. C'est pas forcément vrai du tout. C'est un sujet très compliqué. On va écouter. Je fais un coup de cœur, il faut lire absolument le livre qui est paru chez Plomb de Thierry Coste, Le plan secret de nos élites contre le monde rural. Ce bouquin, il est stupéfiant. C'est un lobbyiste. Il est pas totalement un lobbyiste.
il a étudié le monde rural. Excusez-le, il sait de quoi il parle. Avec un certain regard, on va dire. Mais je l'ai pas lu. Oui, c'est un certain regard, mais qui explique absolument toute la vie du monde rural, qui depuis 30 ans, quand même, tout le monde... Enfin, il a raison aujourd'hui. Alors, on va écouter Gérald Darmanin, ce qu'il a dit hier aux 20h de TF1, et je sais que les avis sont assez partagés sur ses propos. Oui, ils souffrent et ils ont le droit de revendiquer. Est-ce qu'on doit les laisser faire sans envoyer les CRS? Oui. Bloquer la circulation, c'est illégal. S'en prendre un établissement public, c'est illégal. Enfreindre la liberté de circuler, c'est illégal. Est-ce que les agriculteurs s'en prennent aux policiers ou aux gendarmes? Est-ce qu'ils s'en prennent aux bâtiments publics? Est-ce qu'ils mettent le feu aux bâtiments publics? Ce n'est pas le cas. Enfin, vous avez vu les images à Bordeaux devant la préfecture? Écoutez, moi, ils n'ont pas défoncé la grille d'entrée? Écoutez, moi je suis élu d'un territoire où il y a aussi des agriculteurs. Je suis habitué au coup de sang légitime de ceux qui souffrent et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Et vous voyez le sens de ma question, c'est le 2 poids 2 mesures. Non, il n'y a pas de poids 2 mesures. On peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent et lorsqu'ils ont envie de démontrer qu'ils ont des revendications, il faut les entendre. On répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Voilà. Je vais vous dire un truc. Ils ont la trouille. Bien sûr. C'est pas une histoire. C'est pas une histoire de. On comprend la souffrance d'eux. Je vous rappelle que les CRS, ils l'ont envoyé contre les gilets jaunes. Ils les ont envoyés contre les différents mouvements. Non. Excusez-moi. J'étais sur les Champs-Élysées dans la 3e et la 4e manifestation. Je peux vous dire que attendez, laissez-moi parler. Il n'y avait pas encore de monument qui a été dégradé. Écoutez-moi, il n'y avait pas encore de monument qui était dégradé. Je peux vous dire que c'était violent. D'accord. Je peux vous dire que des éborgnés gilets jaunes, il y en a eu et il y en a eu avant que les monuments soient dégradés. Donc la violence. L'État, et ici, alors c'était pas Darmanin, mais le ministre de l'Intérieur, Castaner, peu importe, l'utilisait en réalité. Ici, Gérald Darmanin, il fait pas preuve de compassion, il fait preuve de trouille. J'utilise ce mot haïtien. Voilà, parce qu'en réalité, ce discours. Ce discours, je vais vous dire une chose. En tant qu'opposant, j'aurais peut-être ce discours. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, chargé effectivement de la sécurité et en plus responsable et comptable de ce gouvernement, je trouve que ce sont des propos qui sont complètement lunaires. Attendez, alors c'est pas contradictoire. On peut être du côté des agriculteurs et avoir peur de la violence. Il leur dit très clairement, nous n'enverrons pas les CRS. Oui, ils peuvent commettre des exactions, sauf que si ça va mal, il enverra les CRS, ça tombe sous le sens. Non. Il a dit s'ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Et c'est tout ce qu'il a dit. Ils ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre, donc pour l'instant, ça ne me gêne pas. Moi, je crois que le nerf de la guerre, c'est que 80% des Français soutiennent les agriculteurs. Oui. Voilà, tout simplement. Et que donc il n'a pas intérêt à envoyer les CRS. Voilà, il a peur. On a vu ces images des voitures de police qui raccompagnaient, enfin qui dégageaient le chemin pour un tracteur. Je ne sais pas si vous les avez vus. Je ne sais plus dans quelle ville de France. Bon, il a peur. Oui, il a peur, mais moi je trouve que ces propos de dire on va laisser faire. Non, vous ne serez pas choqués parce que il y a un auditeur qui nous rappelle quand même que les marins pêcheurs avaient incendié le Parlement de Bretagne. Donc c'est pas non plus que des feux de paille ou des pneus brûlés. Parlement de Bretagne. C'est ce qu'il m'a mis. Conseil régional. Oui. Que la Bretagne était. D'ailleurs, les pêcheurs, on n'en parle pas. Moi, je les plains de tout mon cœur aussi. Oui, mais Alex, non, mais vous n'êtes pas choqué par les propos de Darmanin. Moi, qu'un ministre de l'Intérieur dise. Non, mais j'ai pas dit que j'étais pas choqué. Je dis simplement, bien évidemment, que je suis contre le chaos, que j'ai pas du tout envie que on laisse là les agriculteurs aller manifester, aller casser, que les choses soient claires. C'est pas du tout mon envie et ce que je veux voir se dérouler dans les jours qui viennent. Maintenant, les gilets jaunes, on parle des gilets jaunes depuis tout à l'heure. Bien évidemment qu'il y avait une souffrance qui était terrible, que ça avait commencé sur les ronds-points. Mais vous pouvez pas dire que dès le début du mouvement des Gilets jaunes, les CRS avaient été envoyés. J'étais sur le terrain à l'époque. Je le sais. Les CRS n'avaient pas été envoyés dès le départ. Les CRS, les policiers avaient été envoyés au moment où ça avait commencé à dégénérer. Là, on peut y arriver. Attention. Et d'ailleurs, les Français si dès lundi prochain, il n'y a pas d'accord entre le gouvernement et les responsables agricoles, bien évidemment que ça va dégénérer et que les forces de l'ordre devront intervenir. Et les Français ils ont du bon sens, ils basculent. On peut pas non plus parce que le ministre de l'Intérieur dit une phrase hier. On va pas envoyer les CRS pour répondre. Ça y est, tout de suite, il dit n'importe quoi et il y a deux poids deux mesures. Voilà. C'est tout ce que je dis. Moi, je rappelle quand même l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je parle sous votre contrôle, mais c'est la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc, de toute façon, on en arrivera là, quoi. C'est inéluctable. On se retrouve dans un instant. On va parler de la loi immigration également. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi. Mettez-vous d'accord.
Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec Sophie de Menton, Alexandra Spinner, Pierre Gentillet et Alex Darmon. Il y a un film que vous avez réalisé qui passe... Que j'ai produit et réalisé par Rebecca Fitoussi. Sur Public Sénat à 21h sur la fin de vie. Ce soir Demain soir à 21h, ici et maintenant, par Rebecca Fitoussi. Voilà, sur la fin de vie, sujet qui va évidemment aussi... c'est extraordinaire d'aborder tous les sujets qui fâchent en même temps. C'est extraordinaire. On a l'avortement dans la Constitution, la fin de vie. On l'a évoqué ici cette semaine, l'IVG c'est aussi fait pour faire diversion. Ça permet aussi de parler d'autres sujets. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous me permettez. Je pense qu'il y a quand même un mouvement de fond, parce qu'il y a un regain conservateur aux États-Unis. Alors en Pologne, semble-t-il, c'est plutôt un reflux. Et face à ce regain, il y a une partie du camp progressiste, notamment en France, qui veut, pourquoi mettre dans la Constitution? Parce que c'est plus exigeant, ça met un verrou supplémentaire au cas où demain, je sais pas, on est un parti qui veulent remettre, interdire l'IVG. Question, parce qu'on m'a dit que tous les gens qui étaient du côté du RN, alors l'objection quand même, c'est ma fille qui veut qu'on mette l'IVG dans la Constitution. Je lui dis, mais enfin pourquoi? C'est absurde. Elle me dit si, parce que par exemple, on peut imaginer si le RN arrivait au pouvoir, on n'aurait plus le droit d'avorter. C'est faux. Complètement faux. C'est faux. Alors c'est faux parce que déjà ça supposerait qu'ils font une loi, fassent une loi, et même s'ils faisaient une loi, le principe c'est quoi? C'est que si on met quelque chose dans la Constitution, c'est supérieur à la loi. Donc si demain dans la Constitution il y a marqué l'IVG est un droit et qu'on fait passer une loi disant l'IVG n'est plus un droit, c'est la Constitution qui l'emporte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça protège quand même réellement. Je voudrais vraiment qu'on aura plus de France. Alexandra. Alors on peut tout imaginer. Moi c'est vrai que je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'on tripatouille la Constitution. Mais cela dit, je peux pas être suspect d'être le porte-parole de ce gouvernement, mais en revanche, c'est quand même un message que la France donne au monde. Ouais. Complètement. Oui, c'est un message. Un mot encore sur nos agriculteurs, Sophie. Vous posiez la question pendant la pub. Que peut faire Gabriel Attal concrètement pour faire arrêter ça tout de suite? Qu'est-ce qu'il peut donner? Pierre, vous donniez des éléments, mettre fin à tous les traités de libre-échange. Alors, regardez ces différents traités et regardez ceux sur lesquels nos agriculteurs sont perdants. J'en ai cité déjà deux qu'on a signés il n'y a pas longtemps. Là, avec la Nouvelle-Zélande, en l'occurrence c'est l'Union européenne, le Parlement européen qui a signé ces traités. Traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, traité de libre-échange avec le Chili. Tous les traités de libre-échange avec des pays voisins à l'Europe qui nous exposent, je pense en particulier à l'Ukraine, et qui exposent nos agriculteurs à une concurrence déloyale. D'autres mesures, par exemple, la baisse, alors pas des subventions, par pitié, arrêtez avec les subventions, mais la baisse des taxes, en particulier ce qu'on appelle la TICPE, les agriculteurs connaîtront, qui sont des taxes sur l'énergie, et comme vous le savez, l'énergie a augmenté, donc mécaniquement les taxes ont augmenté aussi, l'État s'est gavé, non seulement TICPE, mais aussi TVA, sur les prix de l'énergie. Arrêtez de donner de l'argent, arrêtez de faire des chèques, arrêtez de subventionner. Ça, c'est un faux discours. Ça, si on fait ça déjà, peut-être ça va rehausser. Est-ce qu'il le peut? Est-ce qu'il peut concrètement, le politique, légalement... par définition, c'est le pouvoir. Ouais, mais dans si on renonce au pouvoir, on renonce au politique. Je suis d'accord, mais il l'exerce pas, alors. Non, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont renoncé. Vous feriez quoi? Vous seriez Gabriel Attal? Vous feriez quoi? Vous annonceriez quoi? Je partirais en vacances, je pense peut-être. Non, mais en vrai, moi, j'entends ce que dit Pierre, mais ça veut dire aussi que on a, dans ces cas-là, un vrai débat sur l'Europe, sur le rôle de l'Europe dans les mois et dans les années qui viennent. Et il y a des élections européennes en juin prochain, donc c'est peut-être le bon moment. Moi, ce que je ferais déjà, c'était, la facilité entre guillemets, c'est pas facile du tout, mais c'est de se dire qu'on suspend tous les accords de libre-échange pour favoriser la production française. Et moi, je le répète encore une fois, c'est développer les aides quotidiennes aux agriculteurs, recréer de l'attractivité pour ce métier. On en a besoin. On en a besoin. Oui, mais là concrètement, c'est pas ce qu'ils demandent. Ils demandent ça. Ils demandent attendez, si je vous avez tout à fait raison, ça me fait penser à une discussion que j'avais, Parce qu'on dit souvent revaloriser, on dit c'est vague. Non, c'est pas vague, et je vais vous dire pourquoi, mais vraiment en un mot. Vous savez, on dit on valorise pas assez les métiers manuels, etc. Vous voyez, par exemple, comment on fait pour donner envie aux gens de devenir agriculteurs? À la fois c'est quelque chose qui peut se transmettre, mais c'est aussi une vocation. Cette vocation, on la découvre comment? À l'école, à travers la géographie. Exactement. Regardez ce que c'est l'enseignement de la géographie. L'enseignement de la géographie, c'est moi quand j'étais élève, mais je détestais ça. Ce sont des mots qui généralement sont des mots qui veulent rien dire. Tous les élèves veulent passer tout de suite à l'histoire parce qu'on n'étudie pas nos paysages, on n'étudie pas la beauté de nos régions. On est dans espace vide, espace clos, espace peu peuplé. Voilà, ça c'est ce qui fait que la géographie, et en l'occurrence géographie
démographie monde, elle n'est pas appréciée par nos jeunes Français. Campagne, et c'est là la nature, où on la crée ruralité, des vocations. Donc vous voyez, typiquement ce genre de choses. Mais ça suppose de combattre les pédagogues de l'éducation nationale. Alexandra. Oui, Valérie, j'ai à l'instant mon collègue Sébastien Dromini, qui est délégué spécial aux produits en Ile-de-France, à la région, et qui nous transmet le message d'une agricultrice qui est éleveuse et céréalière bio. Et je voudrais juste vous lire un extrait de son message que je trouve qui résume assez bien tout ce qui a été dit ici. Je n'en peux plus d'être redevable à la société de faire un métier essentiel à sa subsistance. Je crois en une société qui progresse par la formation, pas par la multiplication des contraintes réglementaires. On nous donne un revenu tout juste suffisant pour manger, et difficile d'avoir trop de conscience car il faut rembourser nos dettes et dire merci pour les subventions. On vit dans le stress qu'on nous sucre une aide essentielle à la survie de l'exploitation. L'État devient tout puissant, il peut faire mourir une exploitation en différant le paiement des subventions. Et ils sont en retard sur tous les paiements actuellement. Je trouve que tout est dit. Tout est dit. Et les subventions, je ne le répéterai jamais assez, que ce soit pour les PME, les agriculteurs, c'est pour compenser les prélèvements et les obligations qu'on a. C'est-à-dire que non, ils ne nous aident pas, ils nous pillent et après ils essaient de compenser pour qu'on ne disparaisse pas. Alors, à l'instant, je vois le tweet d'Alexis Poulain qui va suivre tout de suite après. Pendant ce temps-là, Tirli Pimpon en Inde, image désastreuse d'Emmanuel Macron, qui est dans un carrosse tiré par des chevaux avec des ombrelles. Non, mais c'est marrant parce que vous savez quoi, quand il y a eu la crise, moi je me souviens, j'avais tweeté aussi là-dessus, il y a 2 jours, quand le président de la République a vu que ça commençait à gronder, il a fait un tweet, je crois, en disant « Le gouvernement va annoncer des mesures ». Sous-entendu, moi, je m'en vais en Inde. Excusez-nous, monsieur Louis XVI. Excusez-nous, monsieur Louis XVI. Laissez le bon gouvernement administrer. Ne vous donnez pas cette peine. L'image, c'est peut-être un peu poujado de dire ça, mais il est dans un carrosse tiré par des chevaux. Donc il arrête de travailler. Oui, alors il arrête d'aller en Inde. Il arrête de faire la diplomatie. Non. Il arrête de vendre à l'international. S'il y a des gens suffisamment bêtes pour penser que c'est parce qu'il est un carrosse en Inde qu'il est coupable, non, pas de ça qu'il est coupable. Parlons du Conseil constitutionnel. C'était votre coup de gueule. Très bon sujet. C'est mon coup de cœur. Voilà. Non, je plaisante, coup de gueule. Allez-y. Oh là là, Pierre Gentillet. vous me lancez sans transition. Sans transition, donc hier, je peux vous lancer. Non, mais... soyez très à l'aise, c'est notre coup de gueule à tous. Voilà, le Conseil constitutionnel, hier, a très largement censuré la loi immigration. Le Rassemblement national, je l'ai dit, estime que c'est un coup de force des juges. Cette loi sera promulguée de toute façon, quoi qu'il arrive, et on a assisté effectivement à une espèce de tour de passe-passe du président de la République, et cette loi qui aujourd'hui, est-ce qu'elle a encore un intérêt ? Non, elle n'a aucun intérêt. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui s'est passé et éviter que ça ne se reproduise. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Hier, le Conseil constitutionnel a rendu une décision. Très sincèrement, je m'y attendais et nous étions nombreux à attendre cette censure. Pour autant, les raisons qui ont fondé cette censure sont surprenantes et elles sont inquiétantes. Je ne vais pas entrer dans la technique parce que je ne veux pas perdre les auditeurs, mais je veux absolument faire comprendre un point. Le Conseil constitutionnel a censuré majoritairement cette loi parce qu'il s'agirait de cavalier législatif. Un cavalier législatif, c'est très simple. Ça veut simplement dire que pour le Conseil constitutionnel, les différents points, par exemple, conditionner les prestations sociales à une certaine durée sur le territoire, la caution pour les étudiants, etc., c'est hors sujet par rapport au thème que le projet de loi portait initialement. Cette position du Conseil constitutionnel qui vise à se substituer au Parlement, à dire mais vous avez mal compris, en fait vous avez fait du hors-sujet. C'est gravissime. C'est gravissime parce que c'est une atteinte à la souveraineté du Parlement. C'est donc aussi une atteinte, parce que le Parlement c'est qui, c'est nous, ce sont nos représentants. C'est une atteinte à la volonté populaire. Le Conseil constitutionnel a fait montre d'une interprétation extensive pour censurer un texte et surtout pour éviter d'aller sur le fond du débat parce que il s'est réfugié derrière cette notion de cavalier législatif parce que j'entends des députés LR qui disent on va arriver avec un nouveau texte et avec ce nouveau texte on va être dans les clous parce qu'on va travailler beaucoup plus l'intitulé, on évitera le cavalier législatif, c'est-à-dire le hors-sujet. En réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas dit son dernier mot. S'il y a un projet, mais non pas vraiment un projet, mais une proposition de loi, le Conseil constitutionnel censurera tout de même, même s'il ne s'agit pas de cavalier législatif, au nom du droit à, vous savez, du droit à mener une famille normale, du droit à l'égalité, etc. Donc, ce que nous devons absolument bien comprendre, c'est que toute politique, j'insiste, toute politique migratoire conséquente doit passer par une révision à minima du statut du Conseil constitutionnel et pas simplement des modalités de nomination.
mais aussi de la compétence du Conseil constitutionnel, qui est une compétence politique. Ce sont des juges qui sont en majorité relative des politiques. Ancien ministre d'Emmanuel Macron, Jacqueline Gouraud, président, Laurent Fabius, Jacques Mézard, ancien sénateur, etc. Donc il faut bien que vos auditeurs aient conscience, et que tout le monde ait conscience que cette institution qui est méconnue est une institution qui, 9 juges peuvent imposer à tout, je dis bien à tout le Parlement, leur lecture politique de la Constitution. Et c'est confiscatoire. Je trouve que c'est une atteinte à la souveraineté. Oui. Alex, je vous vois, vous n'êtes pas d'accord. Non mais j'entends, mais c'est sur le fond, c'est un vice de forme. Voilà, donc on va voir. Non, c'est faux, c'est pas un vice de forme. C'est justement, c'est l'erreur. Vous tombez dans le piège. Non mais je tombe dans le piège. Merci. Non, je tombe pas dans le piège. Premièrement, et deuxièmement, moi ce que je trouve intéressant aussi dans la décision du Conseil constitutionnel, qu'on peut contester, quand on est un peu objectif, on doit la contester même cette décision d'hier. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est quand même la partition jouée par Emmanuel Macron et son gouvernement. Bien sûr, c'est ça. Ça, il faut en parler quand même, parce que depuis des semaines, on nous répète que c'est une victoire du Rassemblement national et de LR sur le texte. Hier, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais ce n'est qu'une victoire en réalité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, parce que sur les 39, je crois qu'il y a 39 amendements déposés par la droite sénatoriale, le gouvernement, il a le droit de défendre. 35 ont été retoqués sur les 86 articles. Voilà, mais il y en a 39 qui sont présentés au Conseil constitutionnel. Et les principales mesures, surtout, c'est pas une histoire de chiffres. Il en défend, hier, le gouvernement n'en défend que 10. Il en défend que 10 auprès du Conseil constitutionnel. Alors on va pas perdre non plus, vous avez raison les auditeurs, dans un débat technique, mais ça veut dire simplement que c'était prévu par Emmanuel Macron. Il avait fait monter cette petite musique comme quoi il y avait des amendements qui ne passeraient pas. Hier, il a gagné, voilà, c'est aussi de la politique, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. Et il a fait plaisir à son aile gauche. Je voudrais dire, parce que j'ai fait étudier par les avocats du mouvement éthique, les conséquences de ça pour les entreprises. Parce que les entreprises sont au premier chef quand même, puisqu'on sait qu'elles utilisent des travailleurs qui n'ont pas des papiers en règle souvent, mais qu'elles déclarent, et qu'elles ont besoin de ces travailleurs, et que beaucoup sont intégrés, mais que le système est absolument aberrant. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour avoir droit de travailler. Oui, il faut être Alors la nouveauté dans la loi, elle se situe dans le fait que les travailleurs n'auront plus à passer par l'employeur pour solliciter de carte de séjour. Je trouve que c'est idiot. Je veux dire que on s'intègre par le travail, et un travailleur qui arrive avec un contrat de travail ou un CDI, eh ben il doit pouvoir avoir le droit d'un permis de séjour. Donc ça saute. On avait la main, les entreprises étaient peu inclines à faire constater des situations illégales, et donc elles avaient là. Maintenant, c'est l'État qui veut conserver la maîtrise complète de demandes de régularisation. Les préfets ont un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non les titres. Donc on va encore étatiser les choses complètement. Avec ça dépend de la tête du préfet et de ce qui va se passer. Alors il faut préciser que c'est une mesure expérimentale jusqu'en 2026, ça. Donc ça peut changer, mais les métiers sur notre territoire. Mais on va pas rentrer dans le détail des choses. Là, on est sur l'aspect politique. Politiquement, Alexandra, j'ai une question pour vous. Vous êtes chez LR. Vous n'avez pas l'impression qu'Emmanuel Macron hier, il a tapé un deal, il a fait un deal avec les LR au mois de décembre pour la loi immigration. Hier, il a lâché LR. Clairement. Il les a poussés. Écoutez, moi je trouve qu'il a surtout lâché les Français. Voilà, c'est surtout une défaite pour les Français, voilà, parce que c'est une confiscation de la volonté bien sûr, 80% du Parlement. Des Français étaient pour. Donc c'est voilà, mais effectivement, tout le travail qui a été fait par les Républicains du Sénat, qui était un travail constructif, qui a pris du temps, a été c'est ce que disait Pierre Gentil, c'est cette histoire des cavaliers, c'est n'importe quoi cette histoire de cavaliers. On va y revenir dans un instant. C'est une véritable escroquerie. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous revenons sur cette loi immigration censurée par le Conseil constitutionnel. On essaye de comprendre un petit peu ce que ça signifie. Effectivement, Pierre Gentil a raison de dire, on dit Conseil constitutionnel, donc la loi, donc ça obéit à des règles très strictes. En fait, il y a une interprétation et qu'on peut tout lui faire dire. Je voudrais juste rappeler un chiffre, 323 260 premiers titres de séjour délivrés en 2023. C'est un record. Non mais je crois que on l'a tous dit ici, mais essayez de nous faire croire que les amendements censurés n'ont aucun lien, même indirect, avec la loi immigration. C'est vraiment prendre les gens
pour des imbéciles. Donc, voilà. Pourquoi il fait ça, le Conseil constitutionnel ? Là, on s'aperçoit en réalité que le Conseil constitutionnel a complètement outrepassé ses droits. Non, la Cour des comptes. La Cour des comptes, Pierre Moscovici. Le Conseil constitutionnel a complètement outrepassé ses droits, mais avec la bienveillance du président de la République. Bien sûr. Il faut quand même le dire. Mais qu'il l'avait annoncé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vous souvenez de ce que disait Mitterrand sur le Conseil constitutionnel ? La Cour suprême du musée Grévin. Non, je dis comme ça. Oui. Il bouge le musée Grévin. Cette citation, je connais un peu l'histoire là-dessus du Conseil constitutionnel, et cette citation, il la prononce avant que le Conseil constitutionnel ne prenne son indépendance et justement aille censurer des textes en allant au-delà de sa compétence. Le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il a fait un coup d'État juridique. Complètement. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais en 1958, sous le général de Gaulle, le Conseil constitutionnel, il se tenait tranquillement et il avait une analyse littérale de la Constitution. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, il a élargi son champ de compétences et il est devenu un organe politique. Et les gens le savent. C'est un organe politique, et absolument. Vous savez, malheureusement, c'est technique, et c'est ça qui, le drame, on en parlait avant avec Valérie, c'est les gens ne connaissent pas cette institution. Pourtant, cette institution est plus puissante que le Parlement réuni, et c'est pour ça que nous devons nous y intéresser. Et nous devons, et j'invite vraiment, non seulement les auditeurs, mais aussi, c'est peut-être un peu trop, mais les présentateurs de Sud Radio à ne plus utiliser l'expression sage quand on parle des membres du Conseil constitutionnel. Vous savez, déjà sage, c'est une expression qui a été inventée par un ancien président du Conseil constitutionnel lui-même. C'est assez facile de se gratifier de de s'auto-féliciter. Voilà. Mais donc ils sont pas sages. Deuxièmement, nous pensons à travers cette institution Conseil constitutionnel sage qu'il s'agit de juristes. Je vous rappelle que le Conseil constitutionnel n'est pas composé en majorité de juristes, mais composé en majorité relative de politiques, d'anciens politiques, Alain Juppé. Non, c'est majorité relative. Si, il y a 9 membres, il y a 4 membres qui sont des anciens politiques. Jacques Mézard, ancien sénateur, Alain Juppé, ancien Premier ministre, Jacqueline Gouraud, et vous avez enfin le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius. Ça fait 4 membres sur 9 qui sont des anciens politiques. Les autres sont, je connais un peu le sujet, des anciens hauts fonctionnaires qui entretiennent évidemment, on peut le penser, des liens avec l'État. Donc si vous voulez, vous avez une homogénéité politique du Conseil constitutionnel. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Et ces décisions sont politiques. Pardon ? Il roule pour qui ? On comprend même pas. Je pense qu'il roule pour l'idée qu'il se fait politique de la Constitution. La Constitution, vous savez, vraiment, en un mot, et j'arrête, les gens pensent droit, vous savez, une règle de droit, les gens pensent qu'une règle de droit, c'est objectif. Vous voyez, une règle de droit européenne, cette table ou cette tasse doit correspondre à telle surface, à tel millimètre. Ça, c'est objectif. Vous voyez, quand le feu est rouge, vous ne traversez pas. C'est objectif. Dans la Constitution, ou plutôt dans les principes, dans les textes tels que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ce sont des principes qui sont beaucoup plus subjectifs. Et c'est dans cette subjectivité que se niche le diable. Parce que c'est dans cette subjectivité qu'on va faire de la politique. Nous avons donné au Conseil constitutionnel, et il se l'est largement arrangé, des armes qui ne sont plus des armes juridiques, mais des armes politiques, avec en plus des juges qui, on l'a vu, sont en majorité politique. C'est ça le sujet. Oui, mais on comprend même pas pour qui il roule. Vous êtes pour Pierre, c'est fantastique, vous êtes pour la 6ème République alors. Alors, je sais pas ce que ça représente. Justement, moi non plus, parce que si vous voulez enlever le Conseil constitutionnel, qu'est-ce qu'on fait du Conseil constitutionnel ? Non, je reviens à la 5 République 1958. En 1958, le Conseil constitutionnel jugeait en fonction de la Constitution de 58 points. Pas de principe. Et là, ils font quoi ? Là, le Conseil constitutionnel. Non, mais parce qu'ils parlent de cavalier législatif et que vous n'êtes pas d'accord avec eux, et on peut en débattre, il n'y a pas de problème. Mais non, je crois qu'on ne peut pas en débattre, justement. On peut en débattre entre nous, pas avec eux. Non, mais je veux dire, on peut en débattre entre nous. C'est une décision tous les ans, tous les 3 ans, avec laquelle on n'est pas d'accord. Vous savez, moi, je suis à l'aise avec le fait de dire d'une centaine de décisions par an. Pour vous, peut-être, mais qui font un débat sur les plateaux. Vous savez, moi, je suis à l'aise avec le fait de dire que je préfère avoir effectivement une institution qui passe après le Parlement de temps en temps pour donner son avis avec des gens qui... Mais si, avec des gens... C'est pas un avis, mais c'est quelque chose qui s'impose. Non, ça ne s'impose pas. Vous pouvez retourner au Parlement et reproposer un nouveau projet. Vous pouvez. Et c'est ce que va faire, et c'est ce que feront les députés. Mais justement, je vous dis qu'est-ce qui va se passer maintenant, justement, concrètement? Les députés et les sénateurs. Non, mais concrètement, là, déjà, le gouvernement ne va pas déposer un nouveau projet de loi. Non, ça, donc ils vont promulguer ça. Donc ça veut dire que c'est une proposition de loi. Cette proposition de loi, les LR l'ont annoncé, obtiendra-t-elle une majorité comme elle l'a eu, puisque je vous rappelle que ce texte est un texte de compromis au départ. Bien sûr. Là maintenant, ne vont rester que les éléments durs, si j'ose dire. On a envie de dire tout ça pour ça. Et oui, tout ça pour ça, malheureusement. Tout ça pour ça, oui. Mais tout le monde est responsable, Valérie. Je suis désolé, il faut quand même être honnête. Il y a une motion de rejet qui a été votée au mois de décembre par les LR, par les RN, par les écologistes, par la France Insoumise, pour pas qu'il y ait débat. Donc il faut quand même aussi revenir en arrière. Tout le monde est un peu responsable de ce blackout total aujourd'hui.
Donc que le Conseil constitutionnel... C'est qui tout le monde un peu responsable du blackout? Je suis désolé. Quand vous déposez un débat et qu'il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale parce que les RN, les écologistes... C'est le politique qui est catastrophique, qui est dans un état... Quand je dis tout le monde, je parle du pouvoir politique, que ce soit le Parlement ou le Conseil constitutionnel. Le Parlement ne joue pas son rôle, le Conseil constitutionnel non plus, le chef de l'État non plus. Je veux dire, là, c'est pas possible, là, ça peut pas durer. Ouais, Alexandra Spinner. Oui, non. Bon, alors, on est tous d'accord, tout ça a affaibli le pouvoir public, ça, le peuple français est confisqué de... Bien sûr, parce que cette loi, ils y étaient favorables à 80%. Et surtout, ça confirme la nécessité de remettre chacun à sa place par la révision de la Constitution. Je pense qu'il y a un congrès dans quelques jours. Je crois qu'il doit modifier la Constitution et pour en profiter. Des Français. Ça c'est un référendum. On est d'accord. Voilà. Alors, le Conseil économique, social et environnemental, auquel j'ai appartenu longtemps, est supposé être la 3e assemblée, qui est là exactement pour consulter par référendum les Français sur les questions de société. Eh bien, il ne le fait pas. Vous savez que c'est une institution jamais. malheureusement. Il l'a fait pour le mariage pour tous. Non, mais c'est important. Alors, on dissout le Conseil économique social, moi je suis d'accord. Je pense qu'en l'état, il ne sert à rien. Je suis désolé de vous le dire, mais parce qu'on lui a pas donné de pouvoir. Il pourrait servir. Il faut immédiatement le supprimer. Parce que ça n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, les gens, je pense, à mon avis, les auditeurs ne savent pas de quoi on parle. C'est la 3e chambre il a fait un sondage au moment du mariage pour tous. Sondage qui a été confisqué immédiatement, interdit par le président, par l'État. Le président du Conseil constitutionnel mourait de peur. Tout ça n'a servi à rien alors qu'il était parfait et on l'a déclaré illégitime. Je rappelle qu'on a une 3e institution qu'il faut supprimer, ça fera des économies, qui est supposée faire des sondages. Vraiment, c'est ça. On pourrait les interroger, les Français, aujourd'hui. Bah oui, ça aurait une valeur. On le fait, on le fait régulièrement. Que fait le Conseil constitutionnel Enfin, tout ça confirme, tout simplement, qu'il nous faut un référendum pour reprendre le contrôle de nos flux migratoires. Demande-le au Conseil économique et social. Il est certain que si demain, un pouvoir nouveau, parce que je ne crois pas à celui-ci, arrive aux responsabilités et a une réelle ambition en matière migratoire, il ne pourra l'imposer par la voie d'une simple loi face au Conseil constitutionnel. Il ne restera que la voie du référendum, la voix des Français qui s'exprimeront pour trancher ce sujet qui depuis 40 ans les déchire et qui pourtant même aujourd'hui génère un consensus dans l'opinion. Pour autant, je suis désolé d'annoncer encore de mauvaises nouvelles et je n'en travaille pas encore de la technique, mais la jurisprudence du Conseil constitutionnel a évolué ces derniers temps et il n'est pas impossible que le Conseil constitutionnel, même sur un référendum, décide de censurer en amont. Je dis bien possible. Moi, je conteste cette jurisprudence. Je pense que c'est une extension de son pouvoir. Mais censure ce référendum parce que ce référendum serait hors sujet au regard de l'analyse qu'il a de la Constitution. C'est là où le vrai souverain et c'est là où le vrai gardien de la Constitution, qui à mon sens est le président de la République, devra s'imposer. Le diable est dans le juridique. Mais je suis d'accord avec ça. Mais s'il y avait un référendum, il faudrait que les questions soient très précises. Il ne faut pas dire oui, non, immigration. On n'y est pas encore. Mais je fais un appel officiel ici, Valérie. Je demande au président du Conseil économique, social et environnemental de lancer un sondage avec des questions précises. Qu'on mettra à la poubelle comme le reste. Allez, je crois qu'il n'y a pas de doute sur la réponse des Français. Tout de suite, c'est Alexis Poulain qui sera là avec vous dans un instant. Merci à tous et bon week-end.